Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle séance consacrée à la première séquence d'histoire de quatrième qui tourne autour de l'expansion européenne au XVIIIe siècle, négoce, autrement dit commerce, traite négrière et économie de plantation. C'est le quatrième épisode. Et après avoir planté le décor spatio-temporel, la carte, la frise chronologique, et aussi après avoir abordé la séquence sous l'angle artistique, l'histoire des arts, aujourd'hui on entre dans le vif du sujet avec un premier dossier consacré à la guerre de 7 ans, 1756-1763. Alors il ne faut pas se tromper de sujet, nous n'allons pas étudier la guerre de 7 ans en détail, pour le plaisir de l'étudier, même si c'est une guerre intéressante, puisqu'il s'agit probablement de la première véritable guerre mondiale, même si officiellement c'est pas elle, en réalité c'est probablement la première guerre mondiale de l'humanité, mais c'est pas la guerre en elle-même qui nous intéresse, c'est surtout en quoi la guerre de 7 ans oppose-t-elle les grandes puissances européennes en quête de la domination de la planète. Autrement dit, en quoi l'enjeu de la guerre de 7 ans est-il le contrôle, la domination de la planète par le vainqueur, et ce vainqueur sera un Européen. La question c'est de savoir lequel, entre le Royaume-Uni, la France, la Russie, l'Espagne, etc. Dans cette première moitié de séance, nous allons découvrir que la guerre de 7 ans est une guerre mondiale, certes, mais qu'elle trouve ses origines, ou du moins ses participants, en Europe. Alors commençons par planter le décor spatial de cette guerre de 7 ans qui est la carte de la première guerre mondiale ou de la première guerre de la mondialisation en marche et qui fait apparaître les belligérants, c'est-à-dire les pays qui vont participer à cette guerre, et ils sont de deux couleurs, puisqu'il faut deux camps pour se faire la guerre. Donc il va y avoir le camp en rouge, c'est celui qui va être dirigé par la Grande-Bretagne et ses alliés, suivi de ses alliés, accompagné de ses alliés prussiens, portugais en particulier. Et puis le camp d'en face, le camp dirigé par la France, d'où le choix de la couleur bleue. La France, accompagnée de l'Espagne tardivement, mais aussi de l'Autriche et de la Russie. Sans oublier la Suède et quelques autres. Et donc on voit bien à cette échelle mondiale que l'Europe est impliquée en grande partie dans ce conflit. Donc l'Europe va devenir à nouveau un champ de bataille généralisé. Mais on voit aussi que la guerre va se porter dans les empires coloniaux des Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, puisque Français et Anglais sont directement aux prises, notamment dans ce qui deviendra le Canada et puis aussi les États-Unis, mais que le Brésil portugais va entrer en conflit direct avec les territoires voisins, que les îles à sucre, notamment de la Martinique et de la Guadeloupe, vont devenir un féroce enjeu et territorial et économique au cours de cette guerre de 7 ans, mais qu'on va aussi s'affronter sur les rivages de l'Afrique,
mais aussi encore plus loin de l'Europe, dans l'océan Indien, en Inde, puisque Français et Anglais vont chercher à se chasser l'un l'autre, et que celui qui commande le commerce de l'Inde commande le commerce entre l'Asie et l'Europe à l'époque. La guerre va naturellement donner lieu à des affrontements terrestres, classiques, comme le montre ce tableau assez célèbre qui montre Frédéric II, roi de Prusse, dont on aura l'occasion de reparler dans une séquence, la deuxième consacrée aux Lumières européennes. Frédéric II, qui est le roi de Prusse, mais qui est aussi donc le chef de guerre et qui paye de sa personne, puisqu'il n'hésite pas à risquer sa vie pour emmener ses troupes à l'assaut de l'ennemi, comme ici à la bataille de Zorndorf, face aux Autrichiens et aux Russes. Et donc il va y avoir des affrontements terrestres, mais comme la domination recherchée par les uns et par les autres est à l'échelle mondiale, les affrontements ne seront pas uniquement terrestres, ils seront aussi et surtout maritimes. Et en première ligne de cet affrontement maritime, de ces combats navals qui vont voir les deux camps s'affronter un peu partout dans l'océan Atlantique et dans l'océan Indien en particulier, eh bien en première ligne, les Français et les Britanniques, les Anglais, vont s'affronter, et force est de constater que à chaque fois que les marines françaises et anglaises se combattront, comme ici lors de ce qu'on appelle la bataille des Cardinaux au large de la baie de Quiberon en 1759, au début de la guerre de 7 ans, eh bien les Anglais vont démontrer que leur flotte de guerre, la Royal Navy, est très largement supérieure aux escadres françaises et espagnoles qu'elles écraseront la plupart du temps à plate couture. Alors, sur le plan strictement chronologique, on est encore à l'époque où les guerres se déclarent officiellement et s'achèvent officiellement par des traités de paix. Donc, la guerre de 7 ans tient son nom du fait qu'elle a officiellement éclaté le 20 juin 1756 et qu'elle a officiellement pris fin avec le traité de paix de Paris du 10 février 1763, donc ça fait 7 ans. Mais en réalité, cette guerre de 7 ans en a duré beaucoup plus, puisque les Français et les Britanniques ont commencé à s'affronter dans ce qu'on appelle la Nouvelle-France, c'est-à-dire le Canada, le Québec, pour être encore plus précis, et qu'ils s'y sont affrontés avant même le début de la guerre de 7 ans. Mais le cœur de l'affrontement entre les Britanniques et les Français, ce ne sont pas tellement les îles à sucre, encore moins les ports de commerce et comptoirs indiens, c'est la Nouvelle-France, c'est particulièrement le Québec, qui intéresse au plus haut point les Britanniques, qui ont l'intention de chasser les Français et de les remplacer. Et donc, dès 1759, les Britanniques partent à la conquête du Québec, et après avoir vaincu les Français, s'emparent de Québec, de Montréal en particulier, et désormais, le juteux commerce des fourrures n'est plus français, mais il devient anglais. Alors pour faire simple, aussi bien sur terre que sur mer, à la fin, ce sont les Britanniques qui l'emportent. Comme lors de la guerre qui se déroule en Inde,
où les Britanniques vont vaincre tous les alliés indiens des Français, notamment à la bataille de Placé, où l'on voit le Maharaja local vaincu par les Britanniques et obligé de se plier à la volonté de l'anglais, et les Français vont perdre leur comptoir de commerce, c'est-à-dire les ports qui leur étaient réservés et qui vont tomber aux mains des Anglais, ce qui va empêcher les Français de s'approvisionner en particulier en coton. Donc il y a toujours des enjeux économiques qui sont directement liés à la guerre de 7 ans, et les Britanniques l'emportent partout. De la même manière, ils vont s'emparer des îles à sucre de la Guadeloupe et de la Martinique, qu'ils vont prendre aux Français. Le but d'ailleurs n'étant pas de s'emparer du sucre de ces îles, mais d'empêcher la Guadeloupe et la Martinique et leur production sucrière de faire de la concurrence aux îles à sucre que possèdent déjà les Britanniques à l'époque, parce que à produire trop de sucre, on effondre la production, enfin on effondre les prix de vente s'écroulent, et ça ne devient plus rentable de cultiver quelque chose qui n'a plus de valeur. Donc les intérêts économiques sont toujours très présents lors de l'affrontement entre Européens au cours de la guerre de 7 ans.